Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Antoine Bioy et le retour de la transe, épisode 2. Nous avons entendu dans le premier épisode le cadre théorique proposé par Antoine Bioy pour concevoir l'état de transe. Et nous avons entendu également que, sous certaines conditions, cet état pouvait aboutir à des avancées thérapeutiques pour le patient. On a pu l'entendre d'ailleurs dans plusieurs témoignages de Substance avec ce cas particulier de la transe psychédélique. Mais pourquoi finalement ? En quoi ce vécu inhabituel, intense, surprenant, peut-il avoir des conséquences positives sur la personne qui l'expérimente ? Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. On va parler des processus de changement. Je pense que là aussi, pour d'être un peu dans la caricature, pour deux raisons. La première, c'est que c'est des histoires complexes et donc j'ai aussi moi besoin de repères parfois un peu simples pour pouvoir les énoncer. La deuxième, c'est parce qu'on ne sait pas tout. Globalement, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que on s'est rendu compte que les émotions, j'allais dire, étaient à la fois plus banales et plus nécessaires que ça. Je vous disais tout à l'heure, l'un des vécus assez traditionnels quand on est en état de transe, c'est, pour certaines personnes en tout cas, le fait d'être possédé. C'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose prend possession de mon corps. Je ne suis plus maître de mes pensées, de mes ressentis, de mes mouvements. Il y a des choses automatiques qui commencent à être présentes et j'ai des tremblements, je me mets à danser, etc. Bon. Les études ont montré que c'est l'intensité de l'émotion qui va définir le niveau de possession. C'est-à-dire que plus l'émotion, quelle que soit l'émotion dont on parle, apparaît de façon brutale et intense, et plus la personne aura l'impression d'être délogée de son corps. Plus l'émotion monte progressivement, et plus la personne aura un sentiment de continuité d'appartenance, pas d'appartenance et de contrôle. Donc c'est à la fois quelque chose de banal, c'est-à-dire ce n'est qu'un ressenti corporel, les émotions, et c'est à la fois nécessaire pour penser le changement, parce que pour être délogé, il faut qu'il y ait une participation émotionnelle qui ait une certaine intensité. L'effet AO, qu'on appelle aussi parfois l'effet waouh, c'est-à-dire tout d'un coup l'individu qui est face au sublime, qui est face à la surprise, qui tout d'un coup va réagir à ça. Il faut qu'il y ait ça. Donc c'est à la fois nécessaire pour qu'il y ait changement et en même temps c'est très banal dans le processus. Qu'est-ce qui fait que l'on passe de cet effet AO à quelque chose qui change? C'est probablement la notion de flexibilité psychologique, qui est un modèle que j'avais proposé il y a quelques années, c'est-à-dire l'individu a ce dérèglement des sens. Le dérèglement des sens va emmener une forme de métaphorisation. Le corps n'est plus perçu pour ce qu'il est. Il est perçu sur un plan symbolique qui ouvre aussi sur d'autres symboles. Il y a comme une ouverture du champ, alors certains diraient de la conscience, mais en tout cas une ouverture du champ de la perception qui fait que l'individu se rend compte que il n'y a pas qu'une seule façon de marcher, il n'y a pas qu'une seule façon de penser, il n'y a pas qu'une seule façon de voir sa difficulté. Il y a un champ, ou plutôt un ressenti de possible qui va être là au travers de ce corps, et c'est précisément ces remaniements perceptifs, cette ouverture qui est que ma tête ne me sert pas qu'à percevoir le présent, mais elle peut me servir à percevoir parfois le passé et le futur. Ce corps qui est en train de ressentir, il ne ressent pas simplement ce qui est présent dans cette pièce, mais il peut ressentir d'autres choses dans d'autres lieux, dans d'autres espaces qui sont là. C'est cette flexibilité qui apparaît, qui du coup reviendrait, se réincarnerait sur la personne, c'est-à-dire flexibilité psychologique. La personne se dit, mais en fait, le monde ne se limite pas à la façon que j'ai eue ou que j'ai de voir les choses, et donc les solutions sont possibles. Donc c'est en fait un bouleversement des sens, la dimension symbolique, le corps qui est perçu dans sa dimension symbolique, dans sa fonction, beaucoup plus que dans son organicité, l'ouverture des perceptions qui permet d'avoir accès à autre chose et qui fait que la personne revient, je vais dire une chose comme ça, avec la conviction qu'il y a une autre façon de se positionner dans l'existence que le sens commun, c'est-à-dire une manière habituelle, parfois un peu stéréotypée, d'être avec telle personne ou de vivre telle chose dans son quotidien. Antoine Bioy a donc créé en 2021 un diplôme universitaire consacré à l'étude de la transe et des états modifiés de conscience. Ça représente à mes yeux une grande avancée en France,
Un pays dont les institutions ont beaucoup de mal à appréhender ces états de conscience comme des états légitimes et faisant partie intégrante de l'expérience humaine. Je lui ai donc demandé si cela avait été compliqué à mettre en place. Bah oui, oui. Et je Ouais. continue hein, tous les ans. Hein. Donc, c'est pas acquis du tout. Hein. Non, non, c'est un combat perpétuel. En fait enfin, quelques éléments de cuisine pour que les gens comprennent comment ça se monte en fait un diplôme universitaire. Diplôme universitaire veut dire que l'université se porte garante d'un contenu. Quand on propose un diplôme universitaire, vous devez passer devant trois conseils universitaires, le conseil de composante, le conseil de la vie universitaire et étudiante et le conseil d'administration. Donc il y a trois étapes en fait pour construire un DU. Et donc, notamment dans le premier, ben, les pairs vous interrogent sur le pourquoi du comment, doivent vérifier que scientifiquement c'est valide et que vous n'allez pas faire n'importe quoi à l'intérieur. Et puis dans le deuxième, il y a d'autres aspects, dans le troisième, il y a d'autres aspects qui sont vus. Et les premiers retours en fait qui m'étaient faits par mes pairs étaient portés sur la définition de la transe, en disant mais en fait scientifiquement c'est pas costaud quoi. C'est-à-dire on ne comprend pas en fait réellement ce qu'est la transe. Ces remarques étaient souvent posées par des gens qui ne connaissaient pas la transe et qui avaient juste une vision de la transe qui était une transe, j'allais dire, anthropologique ou ésotérique, ou c'est-à-dire qu'il y avait du mal à penser qu'il pouvait y avoir la transe dans le thérapeutique. Pour la transe, c'était forcément les pratiques chamaniques ou bien des pratiques en lien avec la religion. Et donc, du coup, il a fallu, dans un premier temps, déjà d'arriver à démontrer scientifiquement que la notion de trans était une notion qui était valide. Et donc, voilà, dépasser déjà cette dimension-là. Ensuite, il a fallu évidemment montrer que le contenu était pertinent, qu'il pouvait y avoir un intérêt à le faire et que les personnes qui intervenaient avaient aussi toute légitimité pour parler de ces dimensions-là. Mais le combat n'est pas terminé, c'est-à-dire que tous les ans, tous les ans, tous les ans, je dois batailler pour maintenir en fait ces enseignements universitaires qui sont regardés toujours avec un œil un peu suspect, mais principalement par les gens qui connaissent pas en fait ce monde-là et qui ont pas mal d'a priori. Je dois dire quand même, pour être tout à fait honnête, que la bataille existe aussi du côté des participants. Parce que nombre de participants, je vais le dire comme ça, nombre de participants arrivent aussi avec, comment dire les choses poliment, avec l'absolue conviction que leur façon de croire et de voir les choses est juste et ils viennent en fait vérifier auprès de l'université que ce qu'ils croient est la réalité. Et donc, du côté participant, c'est aussi parfois très compliqué d'arriver à dire on prétend pas avoir la vérité, on essaie juste dans cet enseignement, de faire un point sur ce que peut en dire la science et sur ce qu'elle ignore. Et avec les précautions que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de définition, c'est en disant on peut le définir actuellement comme ça, mais n'oublions pas tous les travaux qui étaient là avant et il y en aura aussi après nous, quoi. C'est-à-dire, c'est la notion de doute en science. Le doute fait avancer et on essaie de construire les méthodes scientifiques les plus fiables possibles pour avancer dans le doute. Mais il y a besoin effectivement de se dire, bah, tout le monde a le droit d'avoir ses convictions et ses croyances, mais par contre, ne considérer qu'il n'existe que ses croyances et que tout le reste, en fait, c'est que il y a des méchants scientifiques qui veulent pas le reconnaître. Ah, enfin, en Occident, on fait des choses qu'en Orient, ils font depuis des millénaires, qui est aussi une illusion auquel je suis assez régulièrement confronté, ou l'idée également qu'il y a des pratiques qui seraient des pratiques qui guériraient là où nos pratiques médicales auraient tout le temps échoué. Enfin voilà, il y a parfois des convictions en face du côté des participants qui sont très déstabilisantes, je vais dire ça, et qui n'aident pas vraiment non plus tout à fait à l'ouverture et même ne serait-ce qu'au dialogue. Et donc chacun effectivement est souvent sur ses positions, c'est pas simple d'en bouger, mais les freins ne sont pas que du côté des scientifiques et de la fac. Parfois les freins viennent des participants eux-mêmes qui sont dans l'absolue certitude que leur champ de croyance est la vérité et que les autres sont des ignorants ou sont des bêtes, quoi. Et enfin, dans le sens idiot, quoi, de penser un peu autrement, quoi. Et il faudra un jour sauver leurs âmes au possible, en espérant qu'un jour ils arrivent à rallier la cause, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi ce combat-là qui fait qu'avec même les participants, de temps en temps, c'est pas simple. Et puis il y a un troisième combat qui est moi par rapport à moi aussi. C'est-à-dire que je suis aussi pris dans mes mouvements. On parlait tout à l'heure de thérapeutiquement, ma position, voilà, je l'ai, je l'incarne, elle est
simple pour moi à avoir quand il y a un usager, un consultant qui vient me voir, donc ok. Dans le champ de la science, il y a parfois des moments dans lesquels moi je dois me battre aussi, quand j'écoute justement les collègues, quand j'écoute les participants, quand j'écoute les praticiens, quand j'écoute des collègues scientifiques. Il y a parfois aussi un effort que je dois faire pour ne pas aller directement dans bah ça c'est déconnant ou ça c'est sûr. C'est-à-dire de maintenir aussi une position d'ouverture dans lesquelles précisément je me mets dans cette position de doute dont je parlais tout à l'heure. Parfois, je dois aussi vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à ne pas conclure trop vite en fonction de ce que je sais, de ce que je ne sais pas et de mes zones d'intérêt aussi. Donc, c'est vraiment trois combats. C'est le combat avec les pairs et c'est tous les ans. C'est le combat avec parfois les participants, même s'ils sont adorables par ailleurs, et le combat avec moi-même, qui est aussi d'essayer de maintenir cette position de doute et d'ouverture, là où finalement c'est très simple de partir dans la caricature des pratiques. Un exemple pour être simple, depuis que j'ai ouvert le DU, je reçois vraiment beaucoup de demandes de gens qui souhaitent intervenir pour présenter leurs pratiques. Voilà, enfin, et c'est super parce que du coup, je rencontre plein de monde voilà, que j'ai pas eu l'occasion en fait de rencontrer jusqu'à présent, et des niveaux de pratique qui sont parfois aussi surprenants. Et déjà d'arriver à maintenir une position, c'est quand ils m'exposent en fait quelles sont leurs pratiques, il y a des fois où je me dis waouh, là quand même on va loin dans les certitudes, la personne n'a jamais fait de démarche de vérification, elle a déjà tout un groupe de gens convaincus autour d'elle qui la légitiment dans une certaine place, et d'arriver à m'appliquer cette posture qui est de dire écoute cette personne pour son expérience et ne va pas directement à la conclusion de la pratique, mais juste écoute-la dans son expérience, dans ce qu'elle a exploré, et comment toi tu peux comprendre et comment ça peut prendre aussi place dans ton architecture, voilà, avec mes pensées, mes pratiques à moi, les choses que je souhaite voir transmises ou pas, ça me demande du boulot, quoi. C'est parfois, ça serait plus simple de fermer la porte assez immédiatement. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est pas que le combat avec les pairs, c'est vraiment ces trois niveaux-là. Et puis je vous parle pas non plus des lettres d'insultes que je reçois quand les gens sont refusés au DU. Enfin il y a aussi, mais j'en souris vraiment, c'est pas du tout douloureux pour moi, hein, mais c'est très drôle de voir d'abord des lettres de motivation pour le DU qui sont extrêmement ouvertes, angéliques, la paix dans le monde, l'universalisme, etc. Et puis bah il y a 30 places pour un peu plus de 200 demandes là, dans la dernière fois, et c'est à peu près ça qu'on a tous les ans, quoi. Et donc du coup, quand bah faut dire un refus, même si parfois c'est sur liste d'attente, il y a des fois où je me prends des volets de bois vert déjà. Et quand je suis dans la lettre de motivation et dans la lettre de réponse au refus, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas la même personne, quoi. Et il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est une sacrée expérience humaine aussi, quoi, ce DU. Voilà. Il est intéressant d'inscrire, à mon avis, la création de ce diplôme universitaire dans une tendance plus globale d'ouverture actuelle à ces états de conscience non ordinaires, à différents niveaux, académiques, médiatiques et au sein de la population. Et là encore, on peut tout à fait intégrer, à mon avis, le renouveau psychédélique dans cette tendance plus générale. Pour Antoine Bioy, il y a une logique à l'œuvre, puisqu'un profond changement civilisationnel ne peut avoir lieu sans transe. Je vais parler que de moi, même si je sais que cette perception, elle ne concerne pas que moi. Ma conviction, elle est qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on est en train, en fait, de vivre une révolution. Au sens à la fois d'un chahut au sein des humains, mais aussi révolution au sens astronomique du terme, quoi, la révolution d'une planète autour du Soleil. C'est pas une crise que l'on vit, c'est une révolution. C'est-à-dire, il y a un changement de civilisation qui est en train de s'opérer et dont il y a des signaux un peu partout, à la fois bénéfiques je classe effectivement cette ouverture vers les champs de conscience élargis comme étant plutôt quelque chose de positif, même si encore une fois, parfois il faut se méfier parce que il peut y avoir des aspects destructeurs pour certaines personnes. Et puis, il y a des aspects aussi négatifs, puisqu'on voit notamment sur le champ politique qu'il y a également une fermeture, c'est-à-dire
on a tendance à aller vers les gens qui proposent le contrôle, le protectionnisme, le bon et le mauvais, les limites entre le dedans, le dehors, c'est-à-dire ce qui enferme, quoi, retourner à l'intérieur de sa coque. Et donc il y a les deux en fait qui sont actuellement présents et qui marquent pour moi effectivement on est dans un changement de civilisation, on est dans une révolution qui est en train de se vivre et que il n'y a pas de révolution sans trans, quoi. Il n'y a pas de changement de civilisation sans trans. Il faut qu'il y ait ce dérèglement des sens. Parfois, il est vrai, qui se passe un peu de façon un peu violente, mais il faut qu'il y ait ce dérèglement en fait, de façon à ce que ça puisse en fait mener par la suite à une nouvelle régulation. Donc j'épouse aussi l'idée que il y a actuellement un changement dans la nature même de la façon dont on définit l'être humain qui est en train de s'opérer. On arrive vers autre chose. C'est bouleversé aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, j'oppose pas du tout les deux. Il y a des fois des personnes avec qui je discute qui opposent la question du naturel avec l'intelligence artificielle. Je me souviens, j'ai mis un enseignement, notamment avec mon ami Pierre-Henri Garnier, au sein du DU, qui est justement sur trans et intelligence artificielle. J'ai beaucoup travaillé avec lui autour de la réalité virtuelle, et je me souviens des retours de la première année sur cet enseignement. Waouh, ça a été très violent, le retour des gens en disant, mais comment est-ce qu'on peut parler de technologie pour aller aussi un peu rapidement, quoi, dans un mouvement qui est un mouvement de trans qui est vraiment associé à la nature, complètement. Et alors que pour moi, en fait, ça va totalement ensemble, c'est-à-dire s'interroger sur la virtualité, sur la notion de réalité, sur la façon aussi dont l'humain peut à un moment donné participer de la construction de la réalité qui est la sienne. Et pour moi, les enjeux que pose la question des trans, avec ou pas psychédéliques, comme dans la réalité virtuelle, c'est jusqu'à quel point l'individu souhaite activement participer à la construction de sa propre réalité. C'est de faire de l'être un acteur finalement de là où il souhaite vivre et de quelle façon il souhaite vivre, mais effectivement dans une redéfinition de ce qu'est un être humain. L'être humain, dans quelques années, ne sera plus défini comme étant en train comme il était défini jusque-là, parce qu'il y a eu la réalité virtuelle, parce qu'effectivement il y a ce retour-là de ces phénomènes, on va dire, aller très en lien avec les spiritualités pour utiliser une grosse tête de chapitre qui est présente, dans cette conscience écologique, c'est comme ça que je l'ai écrit, dans cette conscience écologique globale qui est en train de se développer chez les gens, la définition de l'être humain est en train profondément de changer. Et ça peut pas se faire sans trans. Alors, dans le domaine de l'université, je suis pas sûr que ce DU en est un symptôme. Je vais dire les choses comme ça de façon un peu ironique. Ce DU en est un symptôme, mais il n'insuffle pas, en tout cas pas à la hauteur où je l'espérerais, où je pourrais l'espérer pour la suite. Je trouve qu'il ne dissémine pas encore assez suffisamment. Donc, je cherche pour moi et avec les personnes qui vont intervenir d'aller plus loin, mais c'est un symptôme de quelque chose. Maintenant, pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut faire attention aussi aux idéologies parce il y a ça aussi qui est derrière, c'est-à-dire que souvent, lorsque je discute avec les personnes en fait qui opposent en fait ce domaine de la tech au domaine du naturel, il y a aussi souvent l'idéologie que la nature est bonne, quoi. Que finalement revenir à un lien plus important à la nature permettrait à l'être humain de pouvoir mieux se définir et mieux vivre. La nature est tueuse, la nature est destructive. Enfin, là aussi, c'est ce que l'humain va choisir, c'est comment l'humain va choisir le lien qu'il souhaite opérer avec la nature qui va être salutaire. Mais la nature est une nature par définition sauvage parce qu'elle aussi, elle a besoin de survivre. Tout, tout, tout principe vivant n'est là que pour survivre et construit pour survivre. Et donc la nature est une nature par nature hostile. Par contre, l'être humain, sans doute du fait de sa conscience, de cette forme particulière de conscience, peut lui choisir comment est-ce qu'il souhaite penser le lien à son environnement, dont à cette nature, dont à cette définition du réel, de cette notion de la virtualité aussi dans le réel, et du coup d'écrire sa destinée, la destinée de sa civilisation. Donc je pense effectivement qu'on est dans une révolution, on est dans un changement de civilisation, on est en train de redéfinir complètement ce qu'est un être humain, on voit les oppositions qui sont là. Qui se font face. On va voir ce que ça va devenir, mais en tout cas, c'est voilà, qu'est-ce que l'être humain choisit d'en faire? C'est la grande capacité pour moi de l'humain, quoi. C'est de choisir ça, de pouvoir choisir ça.
Je fais partie de ceux qui considèrent que les trans ont une fonction sociétale, que j'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire ça structure des groupes entre eux, ça permet aussi de penser les civilisations, mais une trans n'est pas juste une pratique, une trans a un enjeu politique. Une pratique de trans, il y a toujours une pensée philosophique qui est derrière, donc une idéologie. Et donc là aussi, il faut pouvoir, en position d'être humain, savoir ce que l'on va choisir ou ne pas choisir. Et la beauté de l'expérience, parce que là je suis dans la tête, je suis en train de vous donner en fait un schéma qui est mon schéma intellectuel de pensée, mais il faut quand même revenir à l'expérience, et l'expérience de trans en particulier. Il me semble, je fais partie de ceux qui considèrent que toute expérience de transe, pas d'état de conscience modifié, mais vraiment de transe, est précisément une expérience qui confronte à sa finitude. C'est-à-dire que l'intérêt des psychédéliques, de la respiration holotropique, des hypnoses profondes, c'est qu'à un moment donné, l'être humain a visité cette angoisse de l'anéantissement, cette angoisse de l'absence de contrôle, cette dilution du moi et du corps dans une expérience qui le submerge totalement. Pour moi, l'expérience de transe est une expérience où l'on va visiter, donner du sens à cette notion de finitude, de limite, pour en tirer quelque chose pour soi. L'expérience de transe, pour moi, est une expérience de la limite, du danger, de la dissolution possible de soi, d'aller voir un peu la mort. Et je pense aussi que c'est pour ça que notamment les grands chamans ont une histoire de vie absolument cabossée, hein, la maladie essentielle, le fait de se confronter à la mort. Et parfois c'est ritualisé, hein, pour devenir, dans certaines civilisations, pour devenir un chaman, il faut se confronter physiquement à la mort. Je citais tout à l'heure, ensuite je vais pas aller trop loin, mais je citais tout à l'heure, dans le cas des trans pathologiques, les états de conscience modifiés de trans créés par le psychotrauma. Les reviviscences dont je parlais du psychotrauma, elles confrontent systématiquement le sujet à sa mort. J'ai beaucoup écrit aussi sur la douleur chronique. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais pour moi aussi, la douleur chronique renvoie à la question de la finitude, renvoie à ces expériences particulières de trans négatives dans lesquelles l'individu se confronte à la mort, à la finitude, c'est-à-dire donner du sens à cette limite qui a été posée par la nature, par le vivant, par Dieu, vous l'appelez absolument comme vous voulez, mais c'est dans cette confrontation à la finitude, en fait, que l'on va chercher du sens, et l'expérience de transe est pour moi fondamentalement cette expérience où l'on va avoir ça, où on fait l'expérience de ça, où on perd le contrôle, où on se confronte à l'anéantissement, où l'on n'est plus rien, même plus que ça, on risque d'être écrasé par ce que l'on... Et puis, qu'est-ce qui devient qu'est-ce qui se passe quand je me confronte à cette angoisse existentielle, cette frontière existentielle? Qu'est-ce que j'en fais? J'espère que ça va avancer avec rigueur et avec le moins d'idéologie possible. Je me rends compte déjà, y compris dans les programmes de mes collègues, des interventions, etc., je vois de plus en plus le terme trans apparaître, là où il y a encore 3 ans, ils n'auraient jamais mis trans en fait dans leur intervention. Et en même temps, ce sont des personnes en fait que je connais, et donc je sais aussi qu'ils ont une image très générale en fait de la trans. Et donc j'espère que ça va avancer avec rigueur, c'est-à-dire que parce que le terme de trans, il peut devenir très facilement un fourre-tout. Et donc du coup, il faut vraiment, vraiment toujours le ramener à sa définition. Donc j'espère qu'on va continuer avec une rigueur, sinon le terme va se noyer dans autre chose. Et j'espère qu'on va avancer sans idéologie, c'est-à-dire en laissant la liberté à chacun de pouvoir croire ce qu'il souhaite, mais ne jamais imposer une vision comme étant la vérité de ce qui est vécu. Et j'espère que c'est vraiment ces 2 jambes-là qui vont permettre de pouvoir avancer. Avancer sans idéologie, cette aspiration, cet espoir est bien sûr applicable à l'univers psychédélique, qui est traversé comme les autres par des tentatives de structuration théorique, plus ou moins efficaces, plus ou moins hypothétiques. N'oublions pas que toute personne qui nous propose une grille de lecture a un intérêt, conscient ou non, à ce que nous y adhérions. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez, en vous rendant sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, on retrouvera le témoignage de consommateurs qui, vous le verrez, sont assez originaux. D'ici là, portez-vous bien.